Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez fondamentale. Comment devient-on biologiquement un homme ou une femme? On va décortiquer ensemble le développement sexuel humain, un peu comme une fiche de révision, mais en images. C'est un voyage vraiment fascinant qui part d'un simple code génétique pour arriver à l'être complexe qu'on est. Bref, c'est l'histoire de comment un plan devient une réalité. On a tous appris ça à l'école, XX c'est une femme, XY c'est un homme. Point. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? C'est un peu la question qui va nous guider, et on va voir qu'il y a pas mal de nuances qui se cachent derrière cette formule. Alors, voici le programme. On va d'abord regarder le plan génétique, puis on suivra la construction de l'embryon. Ensuite, on verra comment tout ça s'active à la puberté et comment les systèmes fonctionnent une fois adultes. Et pour finir, on explorera un cas bien concret qui montre à quel point la réalité biologique peut être complexe. Allez, on commence. Première étape, le plan génétique. C'est vraiment là que tout commence, avec les instructions de base qui sont écrites dans nos chromosomes. C'est le point de départ de toute notre histoire biologique. Donc en gros, il y a deux scénarios de départ. D'un côté, on a la combinaison 46XX. Ça, c'est la voie qu'on appelle par défaut, où les gonades primitives vont naturellement évoluer pour devenir des ovaires. Et de l'autre, on a 46XY. Là, la présence de ce chromosome Y, ça change tout. Ça oriente le développement vers des testicules. Mais alors, c'est quoi exactement sur ce fameux chromosome Y qui a un tel pouvoir? Eh bien, l'élément clé, c'est ce gène, le gène SRY. Il faut vraiment le voir comme un interrupteur principal. S'il est là et qu'il fonctionne, hop, il enclenche toute une cascade d'événements qui mènent au développement masculin. Et s'il est absent, l'embryon continue tout simplement sur la voie féminine. C'est la toute première grande bifurcation du parcours. Bon, maintenant qu'on a le plan, voyons comment la construction se met en place. On passe à l'étape de l'embryon, le moment où les instructions génétiques commencent à prendre forme, à devenir des structures bien réelles. Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'au tout début, mais vraiment au tout début, on part tous du même point. Chaque embryon, sans exception, possède à la fois les ébauches pour devenir un homme et celles pour devenir une femme. Ce sont les canaux de Müller et les canaux de Wolff. Le potentiel est double, en quelque sorte. On peut donc décomposer ça en deux temps. D'abord, il y a ce stade indifférencié, cette base commune, et puis vient l'étape de la différenciation. C'est là que le gène SRY, ou son absence, va jouer le rôle de chef d'orchestre. Il va dire quelles structures il faut garder et développer, et lesquelles il faut, au contraire, éliminer. Alors que se passe-t-il quand il n'y a pas le signal du gène SRY? Eh bien, le scénario est assez direct. Les gonades primitives se transforment en ovaires, les canaux de Wolff, qui sont les précurseurs masculins, vont simplement régresser jusqu'à disparaître, et pendant ce temps, ce sont les canaux de Müller qui prennent le dessus et se développent pour former l'utérus, les trompes et une partie du vagin. Et si le gène SRY est bien présent, c'est le scénario inverse qui se produit. Les gonades deviennent des testicules. Et ces tout nouveaux testicules, ils se mettent au travail immédiatement. Ils produisent des hormones qui ont deux effets majeurs. D'un côté, elles font régresser les canaux de Müller, et de l'autre, elles stimulent le développement des canaux de Wolff, qui vont former les voies génitales masculines. Ok, on avance. Les appareils reproducteurs ont été construits pendant la vie de l'embryon, mais ils restent en quelque sorte en sommeil, pendant des années. La puberté, c'est le moment du grand réveil. C'est une bonne question, non? Tout l'équipement est là, il est en place, mais il attend un signal pour démarrer. Et ce signal, eh bien, c'est une immense vague d'hormones qui va tout changer et qui va marquer le passage à l'âge adulte. Ce graphique, il est super parlant pour illustrer ça, notamment pour la testostérone. On voit un premier pic, très important, pendant la grossesse. Il est essentiel pour la formation des organes. Ensuite, c'est le calme plat, pendant toute l'enfance. Et puis, vers 12 ans en moyenne, c'est l'explosion. Les niveaux grimpent en flèche et c'est ça qui déclenche la puberté et le développement de tout ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Parfait. Maintenant que tout est activé, voyons un peu comment ça fonctionne au quotidien, une fois à l'âge adulte. Chez l'homme, le fonctionnement est continu. À partir de la puberté, les testicules produisent de la testostérone et des spermatozoïdes sans s'arrêter, tout au long de la vie. C'est une sorte de machine qui tourne en permanence et qui assure à la fois la fertilité et le maintien des caractéristiques masculines. Chez la femme, en revanche, c'est une toute autre histoire. Le fonctionnement est cyclique, le fameux cycle de 28 jours en moyenne. Pendant la première moitié, qu'on appelle la phase folliculaire, un ovocyte mûrit tranquillement pendant que la paroi de l'utérus se prépare. Au milieu, vers le 14e jour, c'est l'ovulation. Et enfin, pendant la seconde moitié, la phase lutéale, le corps met tout en place pour une éventuelle grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, eh bien, le cycle recommence.
Et pour finir, on va sortir un peu du modèle standard, parce que la biologie, ce n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, le plan de départ et le résultat final ne correspondent pas exactement, et ça nous amène à questionner un peu nos définitions. Prenons l'exemple d'Eden Atwood. C'est une artiste dont l'histoire personnelle permet d'aborder une condition biologique particulière, le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Son cas illustre parfaitement la différence qu'il peut y avoir entre le sexe génétique et l'apparence physique. Ce tableau résume très bien la situation. Sur le plan génétique, Eden Atwood est 46XY. Ses gonades sont des testicules qui sont restés à l'intérieur de son corps. Mais son apparence externe, ce qu'on appelle le phénotype, est entièrement féminine. On voit bien ici la divergence entre le plan génétique et le résultat physique. Alors, comment c'est possible? Eh bien, dans le cas de ce syndrome, les testicules produisent bien de la testostérone. Le problème, c'est que les cellules du corps sont en quelque sorte sourdes à cette hormone. Leur récepteur ne fonctionne pas. Donc le message hormonal est envoyé, mais personne ne le reçoit. Du coup, le corps se développe en suivant la voie par défaut, la voie féminine, pour tout ce qui concerne les caractéristiques externes.